Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complète sur le PVT. On va parler vraiment de qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment pour vous ou non, peut-être que le visa juste touriste vous est plus approprié. Euh, on va aussi parler un petit peu des conditions et de mes conseils personnels par rapport à ces conditions, ainsi que la procédure. Il y a d'autres thèmes aussi liés au PVT qui sont importants, qui seront traités de façon plus complète. Je vais les aborder, je vais en parler, je vais donner mon avis, mais qui méritent vraiment encore plus d'approfondissement et qui seront traités du coup dans d'autres vidéos sur comment trouver un logement, sur comment trouver un travail, sur je sais pas, il y en a d'autres, aussi le coût de la vie en Corée du Sud, mais tout ça je ferai des vidéos vraiment à part parce que c'est des sujets qui méritent d'être traités à part entière dans une vidéo vraiment dédiée pour faire des choses bien carrées, parce que là vous voyez le timer, il y en a déjà pour une demi-heure voire plus, donc à un moment donné on va se calmer et on va pas partir sur une vidéo de 3 heures parce que à un moment donné, vous allez pas apprécier le concept. Hein, c'est pas Avatar. Hein. Vous allez voir que cette caméra-là. À un moment donné, je vais faire un partage d'écran, mais c'est pas les effets spéciaux qui vont voler. Hein. Bref, le PVT, qu'est-ce que c'est? Le permis vacances-travail ou Working Holiday Visa en anglais et dans la nomenclature de l'immigration coréenne, le visa H1. Ça vous permet en fait de rester en Corée du Sud pendant un an sans faire de visa run tous les 90 jours. Un visa run, qu'est-ce que c'est? En tant que Français, je pense que c'est pareil pour les Belges, les Suisses et les Canadiens, vous pouvez vous rendre en Corée du Sud sans faire de demande de visa au préalable, contrairement à d'autres pays francophones et même d'autres pays dans le monde, où en fait, on est même pour faire du tourisme, ils sont obligés de demander un visa, donc la même procédure qu'on fait pour le PVT, à peu près la même, sauf que c'est juste pour y aller en tant que touriste pendant 2 semaines ou jusqu'à 90 jours maximum. Nous, en tant que Français, d'autres nationalités aussi ont ce privilège. On peut simplement aller là-bas en disant coucou c'est moi et ils nous laissent rentrer, sauf vraiment cas particulier, mais c'est très très rare. Et au bout de 90 jours, tu es obligé de partir, et donc un visa run consiste tout simplement à aller au Japon, on prend le Japon souvent parce que c'est là où c'est le moins cher, et à revenir le lendemain ou une semaine après et rester 90 jours. Ce n'est pas illégal en Corée du Sud, tu peux le faire autant de fois que tu veux, mais évidemment ça va un petit peu trigger l'immigration qui va à bout d'un moment commencer à te poser des questions. Donc, ça te permet de faire ça, enfin de ne pas faire ça plutôt, excuse-moi, et de rester un an tranquillou bilou en Corée du Sud. Et ça va te donner aussi quelques petits autres avantages, notamment le fait d'avoir un numéro de téléphone qui va te permettre d'acheter sur certains sites en Corée du Sud, parce que il va falloir lier ton numéro de téléphone à ton ARC. ARC, c'est l'équivalent du titre de séjour en Corée du Sud. Et il y a certains sites où si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas acheter. Ça va aussi te permettre de travailler et d'ouvrir un compte ici en Corée du Sud. Tout le reste en vrai est possible sans avoir un PVT et sans avoir cette fameuse ARC. Par exemple, en fait, tu peux très bien louer un appartement. Aucun problème au fait d'avoir un contrat pour louer un appartement en tant que touriste. Alors, ça n'a pas de grand intérêt de faire ça si tu restes que 3 mois, mais en soi, c'est totalement possible. Tu peux faire ça et te taper des visa run, mais très vite, tu peux comprendre si tu réfléchis un petit peu que ça va très vite devenir relou pour toi de vivre en Corée du Sud sans le numéro de téléphone. Parce que si tu changes dès que tu quittes le pays, parce que tu ne peux pas garder le même numéro dès que tu quittes la Corée du Sud avec un visa touriste, ton numéro de téléphone est perdu. Donc ça va devenir très casse-couille. Pareil, si tu peux pas travailler à un moment donné, tout le monde n'est pas Crésus, hein. Et pareil, si tu n'as pas de compte bancaire, tu fais quoi? Tu paies tous les mois ton loyer avec un compte que tu as depuis la France, insupportable, tu te tapes des frais. Si tu dois payer de l'argent des Coréens, pareil. Si des Coréens te doivent de l'argent, tu leur dis quoi? Ah bah envoie-moi sur mon compte français et eux ils se tapent des frais. Non, c'est pas possible, tu peux pas vivre comme ça en fait. Et pas pareil, tu vas pas leur dire ah bah est-ce que tu peux faire en cash s'il te plaît? Enfin bon, ça va passer une fois, mais pas 10 quoi. Donc, très clairement, si vous avez des plans en vrai, juste rester, tu te dis 3 mois, 4 mois, 5 mois à la rigueur, juste comme ça, tranquillou bilou, faire un petit peu de touriste en Corée, en vrai, le PVT c'est pas forcément nécessaire, mais si tu veux rester vraiment l'année, t'as pas le choix. Enfin, t'as le choix, on a toujours le choix, mais ça va être très vite relou pour toi. J'aimerais déjà apporter une petite précision concernant le travail. Il faut savoir que les conditions de travail en Corée du Sud avec un PVT vont dépendre de votre origine. C'est-à-dire que si vous êtes français, par exemple, c'est 25 heures par semaine, mais vous pouvez travailler toute l'année.
Il n'y a pas de délire de si je travaille pas pendant 6 mois, je peux faire à temps complet après les 6 autres mois. Non, c'est 25 heures toute l'année. Si tu travailles pas les 6 premiers mois, bah t'as pas travaillé les 6 premiers mois. Tu feras quand même que 25 heures les mois d'après. Si vous êtes belge, il me semble, à prendre avec des pincettes, mais il me semble que vous avez le droit de travailler à temps complet, mais que pendant 6 mois. Donc vous voyez, ça change très vite. Donc renseignez-vous sur la nationalité des personnes avec qui vous échangez, sur ce qui est légal. Après, il y a ce qui est en pratique et beaucoup de personnes en PVT signent des contrats de travail avec écrit 25 heures dessus, mais font en réalité un temps complet. Il y a très peu de contrôle, mais je ne vous le conseille pas, vous faites ça à vos risques et périls, parce que si vous faites contrôler, vous pouvez très bien être envoyé à la maison avec interdiction de revenir en Corée pendant 5 ans. Quelles sont les conditions pour avoir le fameux PVT? Il faut savoir que ce PVT ne peut se faire qu'une seule fois et ne peut pas se renouveler. Il faut avoir moins de 30 ans, alors ça c'est le cas général, il y a une petite exception en ce moment pour les Français seulement, il me semble, parce que le PVT il a été arrêté pendant le Covid, donc là pour l'instant c'est jusqu'à 32 ans, mais ça va pas tarder à se terminer. Il faut prouver qu'on est à 2500 € sur son compte français, et déjà avoir ses billets d'avion. Si vous n'avez pas vos billets d'avion, il faut prouver avoir un peu plus d'argent, genre 3500 €, un truc dans le genre, si vous n'avez pas du coup encore acheté vos billets aller et retour pour la Corée du Sud. Et ce visa est valable 1 an, comme je l'ai déjà précisé. Sachant que vous avez maintenant, ça a changé il n'y a pas longtemps, ça a changé assez vite, donc vérifiez souvent les informations parce que ça a changé, mais je vais vous expliquer comment vérifier tout ça un petit peu plus tard. Vous avez maintenant 1 an pour partir en Corée du Sud. C'est-à-dire que si tu fais ta demande de visa là, en ce maintenant, en janvier, tu reçois ta réponse en janvier, et bien en fait tu as jusqu'à janvier ou décembre, je sais pas trop si calcule par rapport au mois ou par rapport au jour, mais tu as toute l'année en gros pour partir, donc tu peux très bien recevoir ton visa en janvier et partir en septembre. Évidemment, ton année en Corée du Sud commencera en septembre. Elle commence à partir du jour où tu arrives, pas à partir du jour où tu as le visa. Donc pas de problème là-dessus, et c'est d'ailleurs moi ce que je vous conseille honnêtement, faites-le le plus tôt possible, si vous êtes sûr que vous allez partir en septembre, attendez pas juillet ou août pour faire la demande de PVT, mais faites-la plutôt, voilà, mars, avril, un truc comme ça vous êtes vraiment pépouse, vous êtes détente, vous êtes no stress, vous avez le temps pour le faire, et après vous préparez juste votre visa, vous préparez votre année tranquillement, sans vous stresser par rapport à ça. Bon, globalement, c'est tout ce qu'il y a à faire pour le dossier, il y a d'autres petits trucs après, mais c'est vraiment juste de la paperasse, ce sont là les grosses conditions pour pouvoir partir en Corée du Sud. J'aimerais apporter maintenant quand même quelques petites précisions, un peu des petits spoilers sur des choses qui sont importantes de préciser. Premièrement, prévoyez. Ne croyez pas que tout va bien se passer quand vous viendrez en Corée du Sud, et évitez de jouer avec le feu. Moi je vois un tas de gens qui postent des messages, genre ils arrivent, je te dis n'importe quoi, le 1er septembre, et ils prévoient d'aller dans un autre pays, en Thaïlande par exemple, le 20 septembre. Et ils sont là sur Facebook à t'envoyer des messages. Ah oui, mais j'ai pas encore mon ARC, est-ce que je vais pouvoir rentrer? Et pourquoi tu es con? Non mais réfléchis, l'ARC se fait en 3 semaines. L'ARC, tu prends ton rendez-vous, et quand tu as le rendez-vous, il faut 3 semaines pour que tu reçoives l'ARC. Pourquoi est-ce que tu es débile pour prendre des vacances dans un autre pays, sachant que tu sais matériellement que tu n'auras pas le temps de faire ton ARC? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu joues avec le feu? Si tu joues avec le feu, ne viens pas pleurer si tu te brûles. Je m'en bats les couilles, tu te brûles, c'est mérité. Tu as mérité. Donc reste dans ta douleur, mets-toi de la biafine et ne me fais pas chier. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Alors bon, maintenant le PVT c'est un multi-entrée, donc ça peut probablement le faire, mais évitez de jouer avec le feu. Ça ne sert à rien. Attendez, si vous voulez partir dans d'autres pays, attendez. Et ne le faites pas directement. Dans la même lignée, dans le fait de prévoir, d'un point de vue argent, comme je vous ai dit, dans les conditions, il faut prouver que vous ayez 2500 €. C'est pas assez. On va pas, je vais pas tortiller autour du pot, comme le dirait ma grand-mère, je vais pas tortiller du cul pour chier droit. Ce n'est pas assez. Prévoyez beaucoup plus. 2500 €, en gros, vous restez 90 jours. 2000 €, ouais, c'est ça. 2500 €, c'est vous restez 90 jours. Donc c'est le temps que vous pouvez faire en fait sans PVT. Globalement, c'est mes calculs personnels. Donc j'ai trouvé que voilà, 2500 € ça correspond à 90 jours. En gros, si vous voulez rester en Corée du Sud, en PVT pour 1 an, visez un minimum de
10 000 euros. Et ça, c'est vraiment un minimum. Alors, pareil, hein, comme je l'ai dit, je ferai une vidéo sur le coût de la vie en Corée du Sud, tout ça, tout ça. Mais je vais vous parler quand même maintenant un petit peu de ma vie de saucisson. Euh, Là, moi, j'habite là où je suis, vous voyez ce super background. Je suis dans un studio à Issou. C'est pas le quartier le moins cher, pas du tout. C'est même parmi les plus chers. Euh, je paie pour 22 mètres carrés 550 000 won. Je me suis très bien démerdé, même les Coréens sont impressionnés de la performance. Voilà, je l'avoue avec un petit peu de fierté. Ça fait 400, un peu plus de 400 euros de loyer. Ma caution, c'est 7000 euros. Donc tu comprends très vite que si tu viens avec 2500 euros, tu pourras pas prendre un logement avec une caution. Alors pareil, parfois tu as des logements avec des questions moins grosses évidemment, mais euh, moins ta caution est élevée, plus tu paies de loyer. Et du coup, tu peux très bien, par exemple, aller dans un Goshiwon, dans des Airbnb. Mais moi, là, par exemple, j'ai 22 mètres carrés, je paie 550 000 won. Les Goshiwon qui sont à côté, les mecs paient 100 à 200 euros de plus que moi pour un Goshiwon. Un Goshiwon, c'est 6 mètres carrés. Les mecs, ils sont à 6. Parce que 550 000, t'as le Qualibi, donc t'as les frais, les charges dedans, sinon c'est 500 000 euros. Les mecs sont à 600 000 euros, 650 000 euros pour un Goshiwon à Issou. Donc, alors, encore une fois, Issou, c'est pas le quartier le moins cher. Tu peux aller dans une zone qui est beaucoup moins bien desservie, là où tu seras par exemple obligé de prendre le bus ou autre, parce que moi je suis vraiment juste à côté de la station de métro, j'ai vraiment un truc. Alors, j'ai un truc aux petits oignons, je vous raconte pas, hein. Donc tu peux trouver moins cher, mais tu vas trouver quand même pour, je sais pas, genre 400 000 won, 350 000 won si t'as de la chance. Puis après, faut voir les conditions après aussi. C'est pour payer pas cher, mais que tu sois dans un truc où t'as pas de chauffage, tu te gèles les couilles, parce que ici, en hiver, là, dans 2 jours, il fait moins 17. Hein. Là, mardi prochain, on est dimanche, je filme. Mardi, il fait entre moins 11 et moins 17. Tu vas faire quoi? Tu vas avoir des glaçons sur les pieds? Si le délire, c'est d'être en patin à glace dans ton appartement, ça va pas le faire. Donc ouais, faut quand même prendre ça aussi en compte. C'est bien de se dire, oh, j'ai trouvé un truc pas cher, ouais, mais enfin bon, à quelles conditions, quoi. Et j'ai perdu un orteil parce qu'il fait trop froid. Enfin, youpi. Donc voilà, moi j'ai pris le studio parce que j'ai jugé que j'avais la flemme. J'avais passé l'âge de vivre dans un Goshiwon. Mais donc voilà, si vous êtes plus jeune, machin, hein, vous en foutez, vous pouvez très bien aller dans un Goshiwon. Mais tu vois, il y a tout ça à prendre en compte. Tu trouveras moins cher, mais il y a aussi moins de qualité. Par contre, c'est vrai, alors, faut noter, souvent les Goshiwon te proposent aussi de la nourriture, donc ça pourra quand même te permettre, en plus de cela, de baisser ton budget nourriture. D'ailleurs, en parlant de nourriture, moi, combien je dépense par mois? En moyenne, depuis que je suis arrivé, je dépense à peu près 750 000 won par mois, sans le loyer, bien évidemment. Donc, sachant par contre, je voulais le préciser, je suis pas quelqu'un qui fait énormément de shopping. J'ai pas fait de voyage. J'ai fait des one day trips, mais j'ai pas fait de voyage depuis que je suis arrivé. Et encore les one day trips, en plus, j'ai un petit cheat code parce que je l'ai fait avec ma copine, donc on y va en voiture, donc j'ai pas de bus à payer et tout ça. Et je suis pas quelqu'un pareil qui va dans des cafés, les cafés à thème, où tu payes 6000, 8000 won ton americano. Donc tu vois, j'ai un train de vie que je contrôle quand même pas mal. Et en gros, si je prends les dépenses plus le loyer, j'en suis à un peu moins de 1000 euros par mois, 950, 970 euros par mois. Donc, sans avoir personnellement de grands diplômes de mathématiques, ça fait 12 000 euros l'année. En gros, hein, si on arrondit un petit peu les bords. Donc tu comprends assez vite hein, que si tu arrives avec 2500 euros, tu vas pas faire long feu. Pas du tout, du tout, du tout. Donc c'est pour ça que je le dis, prévois vraiment un vrai budget, prévois plus que ces 2500 euros, et à minima 2000. Et encore, hein, moi là tu vois ce que je te donne comme information, comme je l'ai dit, c'est que j'ai pas fait de voyage. Si tu veux rajouter vraiment vraiment pouvoir aller visiter plus de villes, aller à Busan, Gwangju, Ulsan, bref, faire pas mal de villes, plus pourquoi pas aller au Japon pendant une semaine ou deux, bah tu vas vite rajouter 1000, 2000, 3000 euros selon le nombre d'excursions que tu vas faire. Et donc bah tu vas te retrouver sur un budget à 15 000, voire plus. Donc voilà, c'est vraiment un truc assez important. Euh, J'aimerais juste, afin de clôturer cette page des finances,
mettre une grosse alerte sur les influenceurs, surtout les influenceurs YouTube, TikTok, Instagram. J'entends, j'entends de ces dingueries. Il y en a des qui se font passer pour des gens pauvres alors qu'ils ont de l'argent. Et c'est pas un problème d'avoir de l'argent, mais c'est un problème de se faire passer pour pauvre. Ou alors d'essayer je sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais de te prétendre des trucs. Mais moi, je vois passer des dingueries, des gens qui vous expliquent qu'ils vont manger dans les CU, là, les convenience stores et tout ça pour économiser, et qu'ils y vont parfois plusieurs fois par semaine. Mais tu es juste débile. Un convenience store, c'est fait pour dépanner. Tu ne fais pas tes courses dans un convenience store. Tu ne manges pas au quotidien dans un convenience store. Si tu fais ça, tu es con. Déjà, tu te niques la santé. Bah, je vais pas trop parler de ça parce que bon, le garçon a du bidou. Mais déjà, si tu manges dans un convenience store régulièrement, c'est que le standard de la nourriture n'est pas très élevé. Après, à un moment donné, il faut faire des économies, hein. Moi, je vous dis, c'est pareil, hein. Le standard de nourriture chez moi n'est pas super élevé. Bon, parfois, je me fais des petits kiffs, mais il n'est pas super élevé. Mais si tu manges dans un convenience store, non seulement tu bouffes de la merde, mais en plus, tu la paies cher. Parce que si tu vas dans un e-mart ou si tu vas dans n'importe quel supermarché local que tu peux avoir à côté de chez toi, tu paieras moins cher ton paquet de nouilles que si tu l'achètes au convenience store. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il faut être débile pour croire que si tu vas au convenience store, si tu manges au convenience store, tu fais des économies. Non. Pareil, je vois certaines personnes qui t'expliquent, ouais, mais moi je fais attention à ce que je dépense, machin, tout ça. Puis si tu les suis sur Insta ou si tu vas sur leur feed, si tu les suis pas et tu dis juste, ah ouais, tiens, je vais vérifier. Mais tu vois que c'est des gens qui vont genre une à deux fois par jour dans des cafés à thème, là où ce que je disais tout à l'heure, l'americano simple est à 5, 6, 7, 8000 won. Excuse-moi, mais si tu fais ça tous les jours, ça te fait un budget de 150, 200 euros par mois. Viens pas essayer de m'expliquer que tu fais attention à tes dépenses quand tu mets 150 boules par mois dans des cafés. À minima, parce qu'en plus, si tu prends autre chose qu'un americano qui est un peu plus sophistiqué, tu te prends une droite, hein. Donc, non, vraiment, faites très attention, soyez objectif, et quand vous voyez quelqu'un qui vous parle de finances en Corée du Sud, mais allez voir comment cette personne se comporte, écoutez vraiment ce qu'elle dit et posez-vous vraiment la question, est-ce que c'est la réalité? Parce qu'il y en a énormément qui bullshit des trucs hardcore, mais vraiment hardcore. Donc faites attention et ne passez surtout pas votre argent à ces gens-là parce que ça va disparaître. Pour continuer et parler encore un petit peu d'argent, petit aparté dans la vidéo, si jamais tu as des questions sur le PVT ou sur la vie en Corée du Sud, je fais des vidéos régulières, 2 par semaine à peu près, sur justement ce thème-là de la vie en Corée du Sud, travailler en Corée du Sud. Donc n'hésite pas à mettre toutes tes questions dans la zone commentaire et j'y répondrai en vidéo. J'aimerais parler du travail en Corée du Sud. Soi-disant que maintenant, c'est impossible de trouver du travail en Corée du Sud si vous ne parlez pas coréen. Ceci est faux. Alors pourquoi est-ce que ça se dit hein, de plus en plus Et je sais que par exemple Very French Trip en a parlé dans une de leurs vidéos et je sais pourquoi ils ont dit ça. Euh, c'est parce que sur le groupe Les Francophones en Corée du Sud, il y a eu pas mal de messages récemment de gens qui sont en mode ouais, je suis en PVT, je souhaite travailler, machin, j'ai pas réussi à trouver, blablabla. La conclusion qui a été faite de cela, c'est de dire bah oui, mais regarde, en fait, tu parles pas coréen, il y a de plus en plus de gens qui viennent en Corée du Sud, qui parlent coréen, donc du coup, bah, le fait que tu parles pas coréen, c'est un handicap et ça fait que tu ne trouves pas. Je suis d'accord dans le sens où cette phrase-là, elle est évidemment vraie. Évidemment, tu passes deux CV identiques, deux frères jumeaux donnent un CV à un restaurateur. euh, Ils ont les mêmes expériences, vraiment tout pareil. Un parle coréen et pas l'autre. Évidemment que celui qui parle coréen va être préféré. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais il y a aussi une question du mindset un peu de la personne, enfin, quel est le CV de la personne, comment est-ce qu'il est présenté, parce que s'il y a des fautes, si c'est dégueulasse, bah forcément ça va pas le faire. Si t'envoies par exemple, je dis n'importe quoi, mais si t'envoies un CV pour bosser en restauration en mettant une photo de toi totale, plein pied, avec un costume, forcément ça le fait pas. Est-ce que, comment, voilà, vraiment, il faut vraiment se poser ces questions-là aussi. Donc honnêtement, j'ai personnellement pas envie de, encore, je n'ai pas encore envie de
de poser cette affirmation. Il faut voir vraiment comment certains cherchent, parce que moi je sais que j'ai déjà vu des messages passer de certains qui sont en mode oh ouais je cherche urgemment, mais par contre dans 2 semaines, parce que là en ce moment je suis en France. Attends, mais si tu cherches urgemment, tu me dis pas dans 2 semaines. Tu cherches urgemment, tu me mets ton numéro de téléphone et tu dis vous m'appelez et on fait un test ce soir et vous m'embauchez ce soir après le test parce que vous serez satisfait. Tu me dis pas oh je cherche, c'est urgent, mais s'il vous plaît dans 2 semaines parce que là je profite. Non, ferme ta gueule. Enfin, je suis désolé, hein. Je sais que je suis un peu vulgaire, machin, tout ça, c'est pas bien, mais me dis pas que tu cherches urgemment si c'est pour la phrase d'après me dire que t'es même pas en Corée et que bah, si on peut attendre que sa princesse daigne revenir foutre son cul en Corée du Sud, on puisse enfin travailler ensemble. Non, non, à un moment donné, faut rester les pieds sur terre. Si tu cherches, tu cherches. Voilà, tu me dis pas que t'es pas encore là. Ça, c'est pas possible. Enfin, ou alors, que dans ça, je suis en train de me rendre compte que j'ai trouvé un travail en Corée du Sud depuis la France. mais c'était pas pour bosser dans la restauration, tu vois, c'était pas sur le même corps de métier. C'était sur un métier où faut répondre aux besoins de façon urgente, bah tu es là disponible quoi. Donc tu vois, il y a vraiment tout ça à prendre en compte. Dans ma vidéo sur comment trouver un travail en Corée du Sud, je parlerai de ça. Et en attendant qu'elle arrive, je vous recommande très fortement la vidéo de Jeff Somek, le papa pieuvre. Très très bonne vidéo qui parle de ce sujet-là. Toutes ces vidéos sont très bonnes. C'est dommage qu'il ait arrêté ces vidéos. Je l'ai sur Kakao. Parfois je lui dis, ah, mais frérot, vas-y, reviens. Il a, ouais, j'ai pas le temps. Bref, c'est un autre sujet. Mais encore une fois, je vous conseille vraiment sa vidéo si vous êtes en PVT. Allez regarder la vidéo de Jeff. Jeff, c'est ça. Voilà, Jeff, il est arrivé en PVT. Il s'est fait en Corée du Sud. Il s'est fait en partant de rien. Et voilà, il est arrivé avec le mental et il a réussi, tu vois. Donc super cool le parcours de Jeff, tu vois. Donc regardez vraiment sa vidéo sur comment trouver un travail en Corée du Sud. Voilà pour la partie travail, où je dirais même, vous avez plusieurs solutions si vous avez envie de bosser en Corée du Sud. Premièrement, vous avez la partie restaurant slash petit boulot. Petit boulot, j'aime pas trop dire petit boulot, ça fait un peu péjoratif. Donc là, vous serez payé au SMIC coréen. C'est genre, je sais pas, 9000 ou 10 000 won par mois. Par heure, pardon, excusez-moi. Donc là, tu bosses 25 heures, on va dire 10 000 won, c'est un peu moins, mais on va dire 10 000 won. Bah, tu comprends assez vite que tu vas pas vivre avec ça. Ça va t'aider, ça va te supporter, ça va être un petit coup de pouce, mais tu ne vivras pas avec ça. Si par contre, vous avez un diplôme, et encore mieux, si vous avez de l'expérience, que ce soit dans votre diplôme ou du coup pas forcément dans votre diplôme, mais si vous avez de l'expérience, là vous pouvez essayer de bosser dans une entreprise sur ce domaine d'expertise que vous avez. C'est par exemple moi ce que j'ai fait. Moi je suis arrivé, j'ai un master stratégie et marketing. Je suis arrivé en Corée du Sud, j'avais déjà mon travail. J'ai trouvé un travail depuis la Corée du Sud. Enfin, j'ai trouvé un travail en Corée du Sud, plutôt, depuis la France, sans parler coréen. Voilà, je suis l'escroc du système. Moi, tous les gens à qui je raconte ça ne me croient pas. Mais non, c'est pas possible. Mais si, c'est ce que je l'ai fait, mon ami, je l'ai fait. Parce que voilà, c'est vraiment les chances n'étaient pas de mon côté, mais c'est une question de motivation, de persévérance, et je reviendrai vraiment dans tout ça sur ma vidéo sur comment trouver un travail en Corée du Sud, mais c'est totalement possible, ne lâchez pas, et on reviendra un petit peu plus loin sur comment le faire, comment rendre ça possible. Attendez encore un petit peu, et je vous promets que cette vidéo arrivera. Bien l'heure de parler des procédures, et là on va aller assez vite. Alors déjà je suis désolé pour les Belges, mais on va pas parler de vous. Je vais rester sur la France parce que la vidéo est déjà très très longue, mais vous pouvez faire exactement ce que je vais recommander aux Français. Vous allez tout simplement sur le site pvtist.net et vous aurez la liste en fait de tous les documents, de toutes les procédures, de tout comment faire. C'est super bien expliqué. Ils font un super boulot, de toute façon c'est leur métier, hein. Comme ça vous aurez pas de problème sur ce point-là. Donc voilà, pour les Belges, je vous invite aussi à faire ça. Je vais lister un petit peu par contre pour les Français et donner mes petites astuces et conseils par rapport à tout ça. Les Belges, je ne le ferai pas parce que de toute façon, moi j'ai fait mes procédures en France étant français et donc je ne peux point vous conseiller de faire une chose ou une autre. Un point du coup, pour commencer. Un point important d'ailleurs, juste j'en ai pas parlé précédemment. Combien de temps pour avoir le visa? Le visa, il faut l'envoyer pour les Français au KEVAC. Ça prend, normalement, c'est assez rapide. Ça peut se faire en
quand on lit ce qui se dit en ce moment là sur les réseaux sociaux, c'est 2 semaines, même pas. Par contre, sur les périodes de rush, ça peut monter jusqu'à 2 mois. Les périodes de rush, c'est l'été, donc entre juillet, août, et apparemment en novembre-décembre, c'est aussi un peu rush, mais apparemment un peu moins. Mais en tout cas, ça peut prendre jusqu'à 2 mois, et c'est ce que eux disent. Ils disent bah, ça peut prendre jusqu'à 2 mois, donc démerdez-vous et prévoyez. C'est du coup évidemment ce que je vous conseille, ce que je vous ai déjà dit. Dès que vous savez que vous allez partir, vous faites la demande de PVT, comme ça vous ne perdez pas de temps et vous évitez de vous stresser. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il vous faut? Premièrement, un passeport en cours de validité et avec au moins 6 mois après votre retour, parce que bah, vous pouvez vous faire niquer si vous n'avez pas ça. Donc, pensez bien à cela, quitte à refaire votre passeport. Il y a ensuite un formulaire à remplir. Ce formulaire, c'est ça, c'est un formulaire qui est valable pour toutes les demandes de visa. Donc il y a des choses qui ne vont pas forcément vous concerner. Encore une fois, le site PVTist est très bien fait, ils vous disent vraiment, ils vous font une capture d'écran et ils vous disent bah là vous mettez ça, vous mettez ci, vous mettez ça. Alors bon, parfois il n'y a pas besoin d'aide, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de remplir votre nom de famille, votre prénom, votre sexe, votre date de naissance, votre nationalité, si vous n'êtes pas capable de faire ça sans eux, euh, partez pas. De toute façon, ils vous disent pas, hein, ils vous disent pas, bah là vous mettez Roux, là vous mettez Mathieu, là tu mets Monsieur. Non, ils vous disent juste, bah vous complétez selon vos informations personnelles. Mais voilà. D'ailleurs, petite information, s'il y a quelqu'un de PVTiste qui passe, les mecs vous chiez dans la colle. Parce que là on est sur l'article le plus important, sur comment obtenir le visa, et vous ne mettez aucun lien de redirection vers les articles qui expliquent comment faire chaque étape. Chier dans la colle, les mecs, c'est votre métier, vous faites pas ça, enfin c'est grave. Faites-le, s'il vous plaît, faites-le. Vous allez simplifier la vie à tout le monde. Donc s'il vous plaît, faites-le. Le justificatif de pareil, de fonds, donc ça je vous en ai déjà parlé. Petit conseil, si jamais vous êtes sur une banque un peu casse-cul qui vous dit ah bah non, nous on peut pas faire ça, vous prenez un template sur internet qui est déjà en anglais. Ça se trouve, il y en a sur le site PVTist. Je sais pas, moi j'ai pas besoin de faire ça. J'ai juste appelé ma banque en disant vous me faites ça en anglais. Ils m'ont envoyé en français. Genre, je les ai rappelés. J'ai fait non, mais en fait en anglais. Ils me faisaient ok, puis ils me l'ont envoyé en anglais. Mais au pire, voilà, vous prenez un template et vous l'amenez à votre banque et vous dites voilà, tu écris juste le montant en euros et le montant en dollars que ça fait et tu me casses pas les couilles. Et ça passera, t'inquiète. La preuve d'achat du billet d'avion, bon, ça on en a déjà parlé du coup. Le certificat médical, pareil, il le faut en anglais. Je vous déconseille de le faire en français parce que vous devez le faire traduire et vous allez payer de l'argent pour rien. Donc c'est pareil, vous prenez un template PVTist, le site pvtist.net en a un sur leur site internet. Pareil, ils ont pas mis le lien parce qu'ils font mal leur boulot. mais, euh, mais ils en ont un. Euh, ben voilà, vous prenez le template en anglais, vous l'imprimez, vous allez chez votre médecin, vous dites voilà, tu parles pas anglais, on s'en fout. C'est exactement ça ce qu'il faut écrire. Donc tu écris, tu signes, tu tamponnes et tu fais pas chier. Le bulletin du casier judiciaire, maintenant il faut l'apostiller. C'était pas le cas il y a 2-3 ans. Bah, l'apostiller c'est simple, il faut juste l'envoyer au tribunal de grande instance de Reims de mémoire, si je me trompe pas. Non, c'est pas Reims. Rennes. Je pense que. Non, c'est Rennes. Au tribunal de grande instance de Rennes. Et c'est assez vite. Certains disent 2 semaines, moi ça s'est fait en moins d'une semaine, sachant qu'il y avait le 14 juillet entre les deux. Donc ça a été super vite en vrai. Ils l'ont reçu, ils l'ont traité, ils l'ont renvoyé, tout ça en 48 heures. Une photo d'identité, bon ça, vous connaissez les bails. Ça c'est un truc nouveau. Avant c'était une lettre de motivation, maintenant ils ont uniformisé avec ce qu'il faut faire pour les... C'était les anglophones qui avaient ça avant, maintenant on a ça aussi pour les français. C'est tout simplement une activity plan, donc qu'est-ce que tu comptes faire en fait une fois que tu es en Corée du Sud, ton plan en janvier, je vais visiter Séoul, je vais aller à Busan, et puis je vais revisiter Séoul, plus précisément ces quartiers, en février, février-mars, comme ça si tu peux même coupler des mois, tu te fais pas chier. Bah, je vais aller j'en sais rien, à Jeju pendant 2 semaines, je vais aller skier en début février, bref voilà, tu écris un petit peu ce que tu vas faire, ta vie de saucisson. Et alors vous pouvez bullshit, parce que de toute façon à mon avis ils ne lisent pas ce document. Mais je vous conseille de le faire sérieusement parce qu'en fait ça vous fait déjà préparer convenablement ce que vous allez faire en Corée du Sud une fois que vous serez là en PVT. Point important aussi, juste par rapport à ça, je vous conseille de le garder, de bien l'enregistrer sur votre PC parce que vous en aurez besoin aussi lorsque vous allez faire votre demande d'ARC. Alors c'est pareil, à mon avis ils ne le lisent pas, mais ils vont vous demander. Et si vous ne l'avez pas, ils vont vous dire bah non, il faut revenir avec.
un certificat de scolarité, je ne me souviens même plus que j'avais eu besoin de faire ça, et la preuve que vous avez souscrit à une assurance. Alors j'aimerais revenir rapidement pour conclure cette vidéo sur cette histoire d'assurance. Déjà, premièrement, très important, prenez toujours une assurance quand vous partez quelque part. Premier point. Parce qu'en fait, ça peut très vite coûter cher. Hein. Si tu te casses un os, ça peut coûter cher, selon le pays dans lequel tu es. Notamment si tu n'es pas en France et j'ai même envie de dire pas dans l'Europe. Ça peut coûter vite très très cher. Et imagine si en plus on doit te rapatrier en France, là on arrive sur des montants assez hallucinants. Premier point. Deuxième point, parce que là j'en vois certains du coup me dire bah ouais mais il n'y a pas besoin de prendre une assurance parce que moi avec ma carte bleue je suis couvert ou avec mon assurance habitation je suis couvert pour quand je vais à l'étranger. Oui et non. Alors, pour le coup de la carte bleue, et là du coup je parle d'une expérience personnelle parce que je suis au courant de ça, mais j'ai eu la bonne idée de dire à mon banquier envoie-moi les petites lignes. Parce que lui m'a fait si tu vas en Corée du Sud c'est bon, je lui ai dit envoie-moi les petites lignes quand même. J'ai lu les petites lignes et dans les petites lignes c'est écrit qu'en gros toutes les assurances ne sont pas applicables dans les pays en guerre. La Corée du Sud, que vous le vouliez ou non, est un pays en guerre. La Corée du Sud n'a même pas signé de cessez-le-feu. Hein. En 1953, le cessez-le-feu a été signé entre la Corée du Nord, la Chine et les Nations Unies. Aucun représentant de Corée du Sud n'a même signé de cessez-le-feu. Donc il n'y a vraiment rien du tout qui n'a la moindre piste pour essayer de négocier que la Corée du Sud n'est pas un pays en guerre. La Corée du Sud est un pays en guerre, donc de facto, si vous avez une Mastercard, c'est une Mastercard que j'avais à cette époque-là, vous pouvez tout simplement vous faire niquer. Parce que les assurances, on va pas se mentir, hein, quand il s'agit de prendre votre argent, elles sont là. Quand il s'agit de vous rendre l'argent parce que vous en avez besoin, c'est un peu plus compliqué. Et donc là, vu que c'est clairement écrit non applicable dans les pays en guerre, sachant que vous êtes en Corée du Sud, c'est ciao. Premier point. Deuxième point sur les assurances habitation qui couvrent les voyages. Alors déjà, premièrement, pareil, hein, vérifiez que ce soit pas écrit la petite ligne non applicable dans les pays en guerre. Premier point, aussi valable ici. Mais il y en a un deuxième. C'est le mot voyage. Et j'ai eu en fait ce débat-là, alors je suis pas allé plus loin parce que je m'en bats les couilles, si elle a un problème, cette personne-là, elle a un problème. Moi j'ai dit c'est chelou, tu ferais bien de double vérifier, mais voilà, après on me croit ou on me croit pas. Elle me disait, moi je suis à la Maïf, et dans l'assurance habitation, ça couvre les voyages jusqu'à 365 jours. Et il y a un terme très important, le terme voyage. Le PVT, ce n'est pas un voyage. Vous êtes dans un pays étranger, vous y résidez, vous êtes résident. L'ARC, c'est une carte de résident étranger. C'est comme le titre de séjour en France. C'est-à-dire que vous êtes officiellement résident d'un pays étranger. Ce n'est pas du tout un voyage. Et encore une fois, vous pouvez faire confiance aux assurances, elles sont au courant. Si les assurances, si vous dites je me suis blessé en Corée du Sud, et je sais parce que j'ai eu ce cas-là, elles vont vous demander votre billet d'arrivée et votre billet de départ. Donc si vous commencez à dire déjà j'ai pas de billet de départ, ça sent pas beaucoup le voyage. Et donc si vous leur dites mon billet d'arrivée c'était il y a 5 mois, ils vont faire attends 5 mois, Corée du Sud, t'as pas resté plus de 90 jours si t'es touriste. T'es là depuis plus de 90 jours, donc tu n'es pas un touriste. Tu n'es pas un touriste, ça veut dire que tu n'es pas en voyage. Si tu n'es pas en voyage, tu n'es pas couvert. Donc, le français est une langue riche. Chaque mot a une signification. Donc, si c'est écrit « couvrons vos voyages jusqu'à 365 jours », c'est si tu fais un tour du monde. Tu fais un tour du monde, tu passes au Japon, en Corée, en Chine, après tu vas en Argentine, à Cuba, aux États-Unis, au Canada, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Tu es en voyage pendant 1 an. Si tu es en PVT, tu n'es pas en voyage. Tu es expatrié. Tu vis, tu es résident d'un pays étranger. Et là, on est sur quelque chose de très différent. Parce que là, tu ne seras pas couvert.
Donc faites vraiment très attention à ça. Vérifiez, double vérifiez, triple vérifiez. Et j'ai même envie de dire, le plus simple, prenez une assurance qui est faite juste pour les PVT et vous faites pas chier. Comme ça, vous êtes sûr. Parce que si c'est après pour... vous allez voir votre conseiller, déjà, ne le faites pas que verbalement, demandez un retour écrit. Sinon, il faut... Ah bon, on vous a dit ça? Non, non, moi j'ai pas souvenir de cette discussion. Dans le cul la balayette. Et là c'est Joker, c'est ultra simple pour eux, premier point. Et quand bien même vous avez une confirmation écrite, euh, il y a moyen que les mecs vous disent ah ouais non mais écoutez on est désolé hein, c'est notre conseiller qui s'est trompé, il travaille plus chez nous maintenant, on peut pas voilà hein, c'est une faute professionnelle de sa part mais on peut pas vous couvrir. Voilà, qu'est-ce qui les empêche de dire ça? Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je vous conseille vraiment fortement, vous assurez le coup, vous prenez une assurance faite pour les PVT et vous arrêtez de chipoter, vous faites pas chier, vous faites ça, vous êtes carré, vous êtes sûr d'être carré, et vous pourrez dormir sur vos deux oreilles, euh, surtout si vous allez regarder cette vidéo, parce que ceux qui la regardent pas, bah, ils sont en mode je suis tranquille, dès le jour où ils ont un problème, on en reparlera. Faites attention à vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles. N'oubliez aussi évidemment pas de vous abonner.